Alors, du coup, il y avait un truc qui est sorti quand j'ai fait le post là, pour faire la promo de ce webinaire. Il y a eu une espèce de gros débat. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait des gros débats en commentaire dans le post LinkedIn de personnes qui n'étaient pas d'accord. Parce que j'avais mis un titre un peu provoque, je pense, pour certaines personnes, de designer expert au designer facilitateur qui opposait un peu les deux, sachant pour moi c'est plus une combinaison des deux, mais je pense que ça fait réagir. Et du coup, j'avais envie avec vous d'ouvrir justement le webinaire justement sur ce débat, sur c'est quoi la posture en fait finalement de designer, expert, facilitateur, comment ça se passe. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant qu'on échange là-dessus. Hop. Alors déjà, moi j'avais créé ce webinaire à la base pour pour essayer de comprendre un petit peu aussi, pas comprendre, mais c'est ce que moi je vois aussi dans les métiers de designer, c'est le fait qu'en fait, on n'est pas souvent préparé justement à apprendre à faciliter. Souvent, quand on fait des études de designer, enfin moi j'ai aussi travaillé dans des écoles et des choses comme ça, donc j'ai formé aussi des gens qui se formaient à ce métier-là. Et en fait, je poussais tout le temps ces matières-là en disant il faudrait qu'il y ait des cours quand même sur la facilitation, sur comment est-ce qu'on mène un atelier, etc. Parce que je pense que c'est des compétences qui sont essentielles en fait quand on est designer. Et ce que j'ai pu constater dans les écoles, et pas que dans les écoles, aussi dans les formations qu'on voit un peu, en fait, on parle beaucoup de la posture de designer, voilà, avec tous les process, tout ce qui est voilà, design thinking, des étapes, les machins, etc. On nous propose tous ces trucs-là, tous ces outils, on a beaucoup d'outils, mais finalement, la facilitation, ça ne vient pas trop sur les programmes de formation. Et alors que franchement, moi, quand j'ai découvert la facilitation il y a une dizaine d'années, même plus que ça, il y a 12 ans maintenant, franchement, ça m'a tellement fait un déclic. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi, pas que les designers, hein, mais même les autres métiers, pourquoi il n'y a pas plus de monde qui est formé à ça? Parce que ça fait gagner un temps fou, ça fait gagner pas que du temps, mais de l'énergie, enfin, tout un tas de choses. Et je pense que c'est vraiment voilà, une compétence qui est, pour moi, je trouve, très importante dans tout un tas de métiers, dont le métier de designer. Et donc, en fait, le débat que ça a ouvert justement sur le post LinkedIn, c'est un peu le duel des postures. J'ai l'impression qu'il y avait un peu deux mondes qui s'affrontaient en fait dans les échanges. Il y avait un peu le monde de la personne experte. Donc j'ai pris une photo de la série Mad Men en fait, où en fait ils font du marketing en chambre. Hein. Donc c'est-à-dire qu'en gros, ils réfléchissent entre experts marketing à c'est quoi la meilleure solution pour le client. Mais en fait, ils ne travaillent pas du tout avec le client. En fait, c'est genre on travaille dans notre coin, on présente au client, on attend les retours des clients et ensuite on fait des ajustements. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans énormément d'agences ou d'organisations où il y a vraiment ce truc-là de on va pas mélanger les experts avec les gens qui connaissent rien en quelque sorte et on va faire en sorte que l'expert dévoile son savoir et le mettre au profit justement des personnes qui ne savent pas. Et après, il y a une autre posture, c'est la posture de facilitation qui est un peu travailler avec. Disons, l'expert, c'est plutôt travailler pour, et facilitateur, c'est plutôt travailler avec. Donc, faire en sorte de faire émerger aussi des choses du côté des personnes qui n'ont pas forcément la connaissance experte sur le sujet, mais qui ont quand même des connaissances qui sont pertinentes pour le projet. Donc, il y avait un peu ces deux postures comme ça qui venaient se contredire un peu dans les commentaires sur le post LinkedIn sur ce sujet-là. Et du coup, j'avais envie d'avoir votre avis sur le sujet. Et donc, je me suis dit, ça pourrait être sympa de vous mettre en binôme, comme ça, de manière aléatoire, d'échanger entre vous en binôme. Et puis après, on se fait une petite restite de ce que vous avez pu échanger sur le sujet. Ça vous va? Alors, j'espère que vous avez eu le temps d'échanger un petit peu sur le sujet et que les débats étaient intéressants. Est-ce que quelqu'un veut bien peut-être partager un peu des grands axes que vous avez partagés ensemble? Caroline, tu veux, Oui. tu veux le faire? C'est une fois qui fait l'autre. Allez, vas-y. Tu veux que je commence ou alors Ouais. en fait, on a
échangé aussi pas mal sur nos parcours finalement, effectivement de designer. Et puis Audrey est plus partie côté facilitation parce que elle a déjà cette posture depuis un petit moment. Tandis que moi, par la force des choses, voilà, je commence à faire des ateliers, etc. Et que je ne connais pas forcément toujours la bonne. C'est pas toujours évident de bien gérer un groupe ou ou de savoir en fait quels sont les exercices à donner, quels sont les comment les aider en fait, comment accompagner un groupe vers une solution ou vers juste une discussion. Et on a échangé un petit peu là-dessus en fait. Ok, très bien, hyper intéressant. Merci pour ces échanges. Audrey, tu avais Je quelque me chose permets, à rajouter? Ouais. oui, parce que c'est Caroline qui m'a mis sur cette voie. En plus de pas peut-être avoir moins d'expérience en termes de facilitation, il y a aussi le fait d'être introverti. On peut être un peu, quand on est designer, finalement, on n'a pas l'habitude d'être forcément en lumière. On est essentiellement derrière nos ordi, on est essentiellement derrière, à la limite en équipe, mais voilà, on n'a pas besoin d'être exposé, puisque Ouais. ce qu'on expose, ce sont nos productions. Oui. Et tout d'un coup, basculer effectivement dans cette lumière peut faire un peu bizarre. Donc, au-delà de l'expert et du facilitateur, la personne en elle-même peut subir une certaine, un certain changement un peu bouleversant. Et il y a aussi une autre chose, c'est qu'en tant que designer, on est censé avoir une sensibilité pour être à l'écoute des besoins, pour être dans les tendances. Il y a une curiosité et il y a une sensibilité qui fait que, pour répondre et pour rebondir sur ce que disait Caroline, c'est que gérer un groupe qui peut se poser problème va toucher directement notre sensibilité. Et si on n'a pas les méthodes et les moyens, ça va être compliqué de ne pas prendre pour soi-même, et d'essayer de gérer ça comme étant justement fructueux et de pouvoir travailler là-dessus. Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant vos échanges là, que vous avez eus. Ça fait écho à plein de trucs, carrément. Ok, trop bien. Merci. Émilie et Anne-Cécile, vous aviez aussi des choses à rajouter, des choses que vous aviez partagées? Alors du coup, on a aussi échangé sur nos parcours. J'ai l'impression qu'Anne-Cécile, d'après ce que j'ai compris... Ah, la revoilà. J'ai oublié son bouton mute. J'ai l'impression qu'elle est axée sur la partie facilitation et moi, c'est des choses que j'essaye de mettre en place, mais j'avoue être plus facilement cataloguée dans la partie designer expert. Et c'est assez difficile de sortir de cette posture. Et ça dépend, enfin, la variable la plus aléatoire, c'est le groupe. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens. C'est-à-dire que je peux faire exactement le même atelier sur un sujet différent, mais le même exercice d'atelier avec deux groupes distincts. Un où du coup, il y a beaucoup d'échanges d'idées. On va diverger et ensuite on va converger assez facilement. D'autres où je fais exactement la même chose, je me comporte exactement de la même manière et pourtant les participants n'osent pas forcément partager leurs idées, ils ne se sentent pas forcément légitimes. Ou alors on a aussi des cas où les idées sont partagées, mais par contre, on n'arrive jamais à aller vers la convergence parce que chacun reste bloqué sur son idée et il n'y a pas d'échange, d'ouverture d'esprit entre les idées des autres. Et j'avoue que j'ai pas la compréhension ou l'ingrédient qui fait que pourquoi des fois ça se passe hyper bien et des fois on est bloqué et on n'arrive pas à débloquer le truc. Ouais, ok, trop bien. Ok, très clair, ça marche. Merci. Anne-Cécile, est-ce que tu avais des choses à ajouter aussi de ton côté? Oui, alors nous, oui, alors moi, j'ai parlé aussi que dans la recherche, je faisais beaucoup de recherches, mais peu finalement d'ateliers en tant que pour faciliter les rencontres et les échanges. C'était vraiment des interviews d'experts ou d'utilisateurs. C'est vraiment ça que je faisais. Et après, même en tant que formatrice, c'est ce qui a été évoqué en début, c'est-à-dire qu'on forme sur les outils, mais pas tant sur les méthodes pour animer de façon efficace la facilitation, quoi. Ouais, ok.
Déjà, si on maîtrise les outils et le processus, c'est déjà bien, quoi, quelque part. Ouais, c'est ça, clairement. Ok, bah, trop bien. Bah, merci beaucoup pour vos échanges. Et clairement, je retrouve beaucoup d'éléments de questionnement, même personnel. Moi, je vais vous donner un peu mon point de vue. Je pense qu'en fait, il n'y a pas bonne ou mauvaise réponse en quelque sorte, parce que à des moments, on va forcément être dans la posture experte. À d'autres moments, on peut être dans la posture facilitateur. Moi, ce que je déplore, c'est que on ne nous a pas appris à être dans la posture de facilitation. On nous a toujours appris à être toujours dans la posture d'expert. Et je pense que le mix des deux, quand on arrive à jongler entre les deux, c'est vraiment intéressant. Parce qu'on ne va pas faire les mêmes choses, effectivement, en fonction de ce qu'on a. Enfin, on ne va pas avoir la même posture en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Donc, en fait, mon point de vue, c'est déjà mon évolution métier. Déjà, moi, quand j'ai commencé à faire du design, c'était déjà à l'époque, j'étais même pas designer, j'étais ergonome. Donc, parce que design, ça n'existait pas, enfin, très peu en France. Et après, ça s'est transformé en design d'expérience utilisateur. Mais c'est arrivé assez tard. Moi, j'ai commencé en 2009-2010. Et après, on commençait vraiment à parler de design UX vraiment beaucoup. En 2014, 2015. Et en fait, avant ça, moi, quand je passais des entretiens d'embauche, les gens ne comprenaient pas que je leur parle de recherche utilisateur, que c'est important d'intégrer les utilisateurs, etc. Donc déjà, j'avais une première partie de ma carrière où je passais ma vie à expliquer aux gens que c'était important d'aller voir les utilisateurs, que c'était important, etc. Et après, quand j'ai pu avoir un peu cette légitimité déjà là-dessus, du coup, c'est là où j'ai commencé à faire des ateliers, où là, je me suis dit, c'est aussi intéressant que j'utilise cet outil-là dans mon quotidien. Donc, ça a déjà pas mal évolué aussi tout au long de ma carrière, en fait, ces positionnements-là, de devoir évoluer aussi avec son marché, avec ce que les gens sont prêts à entendre, etc. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure que, en fait, j'ai compris que designer pour, c'est bien, mais je trouvais que designer avec, c'était encore plus efficace, qu'on arrivait encore mieux à avoir des solutions qui soient vraiment hyper pertinentes. Déjà, pour un premier point, c'est que le premier point, c'est en fait que on a la recherche utilisateur, mais il faut aussi avoir le point de vue business. Parce qu'en fait, quand on regarde un peu, normalement, en UX, on utilise un peu trois pôles. On a le pôle utilisateur, le pôle business, donc c'est comment ça se passe côté client, quoi, grosso modo, ou côté, si on n'est pas chez un client, qu'on est en interne, côté interne, quoi, les stratégies internes. Et après, on a le côté dans le marché global de ce qui se passe autour de nous. Quand on arrive à allier ces trois points-là et qu'on arrive à les coordonner, on arrive à trouver justement des besoins, des fonctionnalités, des choses qui vont dans le sens de ces trois trucs-là. Mais il faut s'intéresser aux trois. Et en fait, de faire des ateliers, déjà, on peut faire des ateliers pour avoir le point de vue business. Parce que j'ai remarqué que sinon, si on ne fait pas ces ateliers-là, c'est des données qu'on n'arrive pas forcément à récolter, ou quand on les récolte, c'est trop tard. On nous dit, ah oui, mais nous, avec la stratégie d'entreprise, et du coup, on est déjà trop avancé dans le projet, on a déjà décidé des fonctionnalités, des machins, des trucs. Et en fait, ou sinon, c'est le client qui nous réoriente, qui n'arrête pas de faire des allers-retours. Là, les allers-retours, c'est clairement des choses que j'ai vues un avant-après faire les ateliers. Les allers-retours, quand j'étais que dans la posture experte où du coup je délivrais mes maquettes, le client regardait, ah ben non, ça va pas, il faut changer, nanana. Alors que si je fais les maquettes avec lui en atelier, eh bien là, ça change tout. Sachant que là, c'est là où je vous disais que le truc est important de cadrer à quel moment je suis experte, à quel moment je suis dans la posture de facilitation. Parce que bien sûr que je ne vais pas demander à des clients qui ne savent pas faire du web et tout ça de me designer la maquette pixel parfait, machin, etc. Ce n'est pas du tout l'objectif de l'atelier. Par contre, l'objectif de l'atelier, ça va être de faire, par exemple, des maquettes papier où on va lancer des idées comme ça. Et moi, ça va juste me donner des données très intéressantes sur qu'est-ce que mon client trouve intéressant à mettre dans ses maquettes. Si je lui demande de faire un benchmark, ça me donne des tendances, voir, tiens, il est plus inspiration, un tel truc, etc. Ça me donne vraiment des idées de là où ils veulent aller. Je vous prends un exemple concret. J'avais travaillé il y a un petit moment pour un institut culturel qui s'appelle Les Champs Libres, qui est à Rennes. Et en fait, pour ce client-là, il fallait faire la refonte complète de l'écosystème numérique. Donc, il y avait plusieurs sites Internet qui étaient mélangés, etc.
Donc, j'avais fait ma recherche utilisateur, mais après, avec les personnes qui étaient vraiment dirigeantes, qui dirigeaient vraiment le projet et tout, qui étaient prises de décision, en fait, je leur ai fait faire carrément du benchmark, des maquettes et tout ça. Et ça m'a permis de faire quoi? Ça m'a permis de récolter des données, comme par exemple l'importance, très important pour eux, d'avoir beaucoup de rédactionnel, d'avoir pas mal de contenu, voilà. Et ça, c'est des choses que j'ai pu avoir des fois en partant de trucs hyper basiques comme des maquettes, pour faire émerger justement des besoins et des envies, des choses qui allaient dans le sens de leur stratégie en fait. Donc déjà, rien que pour ce genre de truc, moi je trouve que c'est hyper important parce que ça va vraiment nourrir. Et en plus, ça évite vraiment le truc je pense qu'on s'est toutes retrouvées là-dedans, hein, de la page blanche. Punaise, moi je me rappelle quand je faisais mes macs, quand j'étais en agence et que j'avais pas de matière, je me galérais à me dire mais par quoi je vais commencer, je vais mettre quoi, machin, etc. Surtout quand c'était des projets où on ne m'avait pas vendu la recherche utilisateur, où j'avais aucune donnée, alors là c'était très compliqué quoi. Et en plus de ça, ça donne plein de matières, plein de choses hyper riches pour justement se nourrir de tout ça et pouvoir produire des choses qui sont encore plus pertinentes. Et ça nous aide énormément. Et en plus de ça, l'avantage de faire ça avec les parties prenantes, c'est que du coup, ça accompagne aussi dans l'acceptation des solutions. Ça va vous éviter les allers-retours parce que si c'est eux qui ont dit pendant un atelier et qui ont fait des maquettes en disant on veut la fonctionnalité machin, ils l'ont dit en fait. Donc c'est difficile de revenir dessus après. Ils ne vont pas dire ah ben non, finalement on ne la veut pas. Ça peut être très rare, mais du coup, on n'a pas ce truc où vous proposez des trucs en tant qu'experte et après on vous dit ah non, parce que machin. Et vous avez passé un temps fou à vous creuser la tête pour proposer des choses qui, en fait, au final, sont parfois refusées. Alors que là, ça vient directement d'eux, et du coup, c'est carrément mieux accepté, et il y a moins besoin d'avoir cette posture aussi de défendre ces maquettes, nanana, parce qu'en fait, on l'a fait ensemble. Ce que vous avez juste à défendre après, c'est la structure de votre truc, votre ergonomie de page, enfin, tous ces trucs-là, pour qu'ensuite, ce soit plus. Enfin, là, vous avez votre posture experte. Et puis en plus, c'est un changement de regard aussi. Donc après, ça veut dire qu'il faut quand même avoir des gens qui sont prêts aussi à avoir ce changement de regard. Là, il y a aussi la maturité des personnes vis-à-vis du regard qu'on peut avoir sur un designer, que ce soit quand on est dans une entreprise ou quand on est avec un client. On n'est plus juste vu comme quelqu'un qui va exécuter, qui va produire des maquettes, machin, etc. On est vu aussi comme une posture de conseil, d'accompagnant, de personne qui va être là pour remettre en cause des choses. Là, par exemple, j'ai fait une recherche utilisateur pour un client. Ce qui est ressorti de la recherche utilisateur, je les ai poussés dans des. Et c'est ce qui est ressorti. Après, je vous dis ça parce qu'après, ça nourrit les ateliers derrière qu'on a fait. J'ai poussé des axes stratégiques. Je suis venue creuser des trucs hyper stratégiques pour eux. C'est quoi leurs offres, comment ils les présentent, etc. Et ça va avoir un impact direct sur le produit final, en fait. Et c'est pousser ces trucs-là, en fait, d'avoir cette posture-là. Je sais que c'est pas toujours possible, parce que j'ai aussi été dans des agences où c'était hyper cadré, on était chacun dans une petite case, mais voilà, si on a un peu de marge de manœuvre, ça peut être intéressant. Ça vous parle tout ça? Oui, tout à fait. Oui, complètement. Ok. Du coup, ça implique quoi? Déjà d'accepter qu'on ne sait pas tout. Et j'aurais dû rajouter et faire accepter aussi aux autres qu'on ne sait pas tout. Ça me rappelle quand je passais ces fameux entretiens, quand les gens ils s'en fichaient de la recherche utilisateur, à chaque fois on me disait mais Carole, mais c'est vous l'experte en utilisateur, vous êtes censée savoir ce qu'ils veulent, machin. Et je leur dis oui, d'accord, si je vais les voir et que je les rencontre, oui, je peux vous dire ce qu'ils veulent, il n'y a aucun souci. Mais si vous ne me donnez pas accès aux utilisateurs, je ne peux pas me mettre à leur place, ça n'est pas possible. Et ils ne comprenaient pas. Donc il y a aussi ce truc-là que des fois en face, c'est pas possible parce que la personne n'a pas compris ça. C'est OK, hein, enfin, il n'y a pas de mauvaises choses, mais du coup, là, on est un peu bloqué. Et du coup, il va falloir trouver des astuces justement pour faire avancer les personnes dans cette connaissance-là. Mais il y a aussi, nous, se dire que, moi, ça m'a beaucoup soulagée aussi d'oser dire, en fait, j'en sais rien. Et ça m'arrive des fois quand on me dit, ils veulent quoi les utilisateurs? J'en sais rien, en fait, je ne les ai pas vus, ou bien il me manque cette donnée-là parce qu'on n'a pas fait une recherche assez approfondie sur ce sujet, ou enfin voilà. Et c'est OK, en fait. Et on ne sait pas tout non plus sur les tenants aboutissants du projet. Donc, c'est pour ça que si on a des personnes en face qui nous donnent toute cette matière, c'est super, quoi. Ça va nous nourrir et ça va être beaucoup plus fluide pour la suite.
Et après, ça veut dire aussi que la posture qu'on va avoir, elle va être hyper importante à un instant T. Donc, comme je vous disais, quand on est en train de faire des maquettes pixels parfaits, nanana, bah ouais, ok, super, là, on est super expert de notre truc et tout, il n'y a aucun souci. Par contre, quand on est en train, par exemple, de décider c'est quoi la liste des fonctionnalités qu'on doit mettre en œuvre, etc., machin, avec les parties prenantes, en prenant en compte les retours utilisateurs, etc., eh bien là, notre posture, elle est vraiment bancale. Parce que du coup, si c'est nous qui animons, si c'est nous qui avons fait la recherche utilisateur et qu'en face, on a des gens qui vont avoir plutôt la vision business, ben là, en fait, on va être obligé de switcher constamment entre les deux quand on va animer, par exemple, cet atelier. Donc, ça va être posture neutre dans le sens où ce n'est pas moi qui vais pousser les fonctionnalités en disant non, celle-là, elle est mieux, nanana, parce qu'en fait, ça va être au groupe de décider de ça. Mais parfois, je vais avoir ma posture experte qui va revenir sur le devant de la scène, à chaque fois dire oui, mais attention, les utilisateurs, ils ont dit ça. Les utilisateurs, ils ont dit ça. Parce que du coup, c'est nous qui avons fait la recherche, par exemple. Et donc là, on va être obligé, parfois, il y a des moments où on va être obligé de jongler justement entre ces deux postures, ce qui va être un peu délicat parfois. Et le piège dans lequel on peut tomber, c'est d'être dans ce qu'on appelle la fascipulation. C'est pas forcément. Des fois, ça peut être volontaire et puis des fois pas. Des fois, on s'en rend même pas compte. Qui est de pousser directement des solutions qu'on a déjà en tête. Et là, nous, on est au même titre que les autres. Hein. C'est que du coup, on est dans un groupe et c'est le groupe qui va décider de tout ça. Donc là, c'est ces postures qui peuvent être un peu compliquées. Et donc pour ça, il y a aussi faire confiance aux équipes. Des équipes, il faut que les équipes, elles s'impliquent aussi vraiment autant que nous. Et pour ça, il faut arriver aussi à les autonomiser le plus possible. Leur faire comprendre que leur voix, elle est hyper importante pour le projet. Et que si on n'a pas leur voix, si on ne sait pas ce qu'ils veulent, etc. Et quand je dis pour le projet, il n'y a pas que les personnes qui décident du projet. Il y a aussi toutes les parties prenantes, comme par exemple des experts référencement, SEO, comme par exemple des personnes du marketing, comme par exemple des personnes qui font plutôt la partie graphique, la partie UI, voilà, toutes les personnes que vous pensez qui sont utiles sur le projet, il faut les embarquer, les développeurs aussi, peut-être pas à tous les moments, mais à des moments clés. Comme ça, ces personnes-là, elles ont aussi leur mot à dire. Parce que par exemple, si vous n'avez pas emmené un développeur au début du projet, par exemple sur un atelier où on va commencer à décider des fonctionnalités, qu'en fait, vous faites votre truc dans votre coin et puis qu'au bout d'un moment, le développeur, vous arrivez à la fin, il vous dit tiens, regarde, c'est ça qu'on a, tiens, c'est les maquettes, il faut développer ça. Et le développeur, il va dire ah, mais attends, techniquement, là, ça, moi, ça me pose problème, et puis ça, c'est compliqué, et puis ça, non, non. Et c'est là qu'on va être dans des espèces de conflits un peu qui peuvent se jouer. Parce qu'en fait, la personne n'a pas été embarquée, elle n'a pas eu son mot à dire, et elle se retrouve en bout de chaîne avec tout un tas de trucs qui lui tombent dessus, sans non plus ne comprendre le pourquoi du comment on en est arrivé là. Et parfois, ne serait-ce qu'inclure ces personnes-là, mais même pas forcément pendant des ateliers, mais juste dans une restitution de tests utilisateurs, une restitution de données utilisateurs, ça peut être bénéfique parce que après, comme elles vont comprendre la logique du truc, quand ils vont développer, parce que moi, ça m'arrivait souvent d'être, quand c'était siloté comme ça, à la fin, ils développaient un truc en se disant, je vais le développer comme ça parce que je ne sais pas trop ce qu'ils veulent les utilisateurs. Donc, ils faisaient un truc parce qu'ils ne savaient pas, en fait. Mais juste, voilà, c'est normal. Hein. Alors que quand ils étaient impliqués dès le début du projet, du coup, ils avaient compris le pourquoi du comment on faisait les trucs. Et du coup, quand il y avait une décision à prendre, souvent, elle était beaucoup plus juste. Et ça évitait justement les allers-retours de correction, de recettes, de machin, etc. Et quand on fait des ateliers où on englobe justement ces personnes-là, du coup, elles sont partie prenante, elles ont leur mot à dire sur leur expertise, qui est hyper importante. Et encore une fois, ça les embarque dans le truc et il y a moins d'allers-retours, moins de conflits en fait entre les différents métiers. Et voilà, et le juste équilibre entre expertise et facilitation, ce que je disais un peu, c'est comment est-ce qu'on jongle entre ces différentes postures qui viennent parfois se percuter, et puis des fois tout simplement se compléter de manière assez naturelle. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est juste de leur dire, avoir une expertise sur la réalisation de maquettes ergonomiques, ça c'est ok, c'est voilà. Le groupe fait des maquettes papier juste pour avoir des données sur fonctionnalités utiles, par exemple. Le designer fait les vraies maquettes en prenant en compte les besoins de l'équipe. Et le plus, c'est le déblocage de la page. Bon, c'est exactement ce que je vous ai dit, j'avais mis ça pour ne pas oublier, pour raconter. Et voilà, avoir une expertise, par exemple, sur les utilisateurs. Donc, le groupe complète les besoins utilisateurs avec les besoins métiers et clients. Le designer, lui, il est là pour ramener le groupe à chaque fois
aux connaissances des utilisateurs parce que c'est lui qui l'a fait. Si c'est lui qui l'avait fait, bien sûr. Si c'est une autre personne, ça sera l'autre personne. Et le plus, c'est de trouver le juste milieu entre business et utilisateur. Ça va? Est-ce que vous avez des questions jusque-là, des remarques? Pas de questions pour moi. Ok. Moi, il y a peut-être une petite chose Oui, par rapport à ce que tu dis, Carole, c'est qu'effectivement, c'est la posture de facilitateur te permet d'avoir un peu une posture méta. Aujourd'hui, l'ambition des designers, c'est plus être juste des designers. C'est limite du product designer avec des enjeux qui sont, comme tu le disais si bien, business, et qui font qu'aujourd'hui, il faut collecter un maximum de données. Et pour ça, c'est pas avec un regard de designer, bien évidemment, mais c'est finalement celui qui va incarner le mieux cette transversalité pour collecter justement toutes les informations et savoir mieux les restituer. Et donc, voilà, de passer de designer tête dans le guidon versus facilitateur un peu plus méta apporte voilà, cette dimension qu'on nous demande aujourd'hui en tant que designer. Ouais, bah, hyper clair, ton résumé, c'est exactement ça. Et c'est pas évident parce que du coup, on passe du micro au macro constamment. Donc, c'est vraiment pas simple hein, de où est-ce que je mets mon bouton c'est quoi les grands enjeux stratégiques. C'est pas simple. Moi, c'est un peu plus facile de dire ça parce que moi, je suis externe, j'arrive sur un projet, on me demande un truc. C'est plus facile parce que je suis plus du tout dans la conception pure de maquette. Clairement, je fais plus de maquettes comme avant je faisais, tout ça. Donc, j'ai plus cette posture-là. Mais je sais que même des gens en interne ou même des personnes qui sont en freelance et tout, ont encore ce grand champ de compétences et que du coup, de passer du micro au macro, c'est quelque chose que beaucoup de personnes font encore constamment. Et on nous demande effectivement de faire de plus en plus comme tu dis, d'ateliers comme ça, même si on n'est pas un point de vue stratégique. Quand je vous disais là, la prise de hauteur avec le client dont je vous parlais tout à l'heure, c'est parce que je pouvais me permettre de le faire, parce que j'étais consultante sur le projet. Mais si c'est pas vous qui le faites, c'est pas grave en fait, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont être là pour le faire et c'est ok en fait. Mais juste, il faut les inclure dans le truc. Voilà, c'est juste ça. Mais je dis pas que tout ça c'est facile à faire parce que ça dépend du contexte, ça dépend d'avec qui on bosse, ça dépend d'un tas de, comme tu disais tout à l'heure, Émilie, sur le groupe, comment il est constitué. Enfin, il y a tellement de facteurs, c'est pas toujours simple. Et là, c'est de la théorie, hein, bien sûr. Après, on est obligé d'ajuster avec des petites astuces. Donc peut-être, là, j'ai mis des trucs un peu comment débuter. Il y a un premier truc, si vous voulez commencer à implémenter des ateliers dans votre quotidien, c'est déjà de repérer les personnes en fait qui sont des alliés et qui ont du pouvoir. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette matrice. C'est une matrice qui permet de repérer des gens qui vont être vos alliés. Vos alliés dans votre démarche. C'est pas que pour les ateliers, c'est pour tout. C'est en gros, quelle est l'attitude de la personne vis-à-vis de votre besoin. Ça marche très bien aussi pour j'ai envie de faire de la recherche utilisateur, mais je n'en veux pas. C'est pareil. Donc, en fait, c'est se dire quelle est l'attitude de la personne en question vis-à-vis de ça. Donc, par exemple, je veux mettre en place des ateliers dans mon entreprise ou dans mon quotidien. Eh bien, vous pensez à des personnes et vous dites, elle est, d'après vous, est-ce qu'elle est plutôt négative ou positive par rapport à ça? Et ensuite, vous vous demandez, c'est quoi son influence? Parce qu'une personne qui est hyper positive, mais qui a une influence faible, c'est bien, hein, mais ça ne suffira pas pour passer au cran d'après. Donc, si vous arrivez à trouver des personnes qui sont super OK pour vous lancer là-dedans, plus qui ont de l'influence, là, ciblez vraiment ces personnes-là et faites-vous-en des alliés pour pouvoir avancer et pouvoir lancer vos trucs. Donc, si vous êtes par exemple en free ou en agence, etc., c'est tout simplement de commencer à proposer à des clients. Moi, quand je fais des formations justement en intra dans des entreprises où je les forme, par exemple, j'ai des agences qui me demandent, des agences web qui me demandent à monter en compétence sur la partie UX et la partie justement accompagnement client via des ateliers. Et les agences que j'accompagne dans ces trucs-là, en fait, moi, ce que je leur dis toujours, c'est commencez d'abord par des clients avec qui vous sentez qu'il y a de l'ouverture, avec qui vous sentez en confiance, ou des clients que vous avez déjà. Voilà. Et commencez d'abord avec
des gens avec qui vous êtes en confiance. Souvent, les trucs qui sont plus difficiles à vendre pour eux, par exemple, c'est des tests utilisateurs. Parce que du coup, les clients ne sont pas habitués à ce qu'on aille voir les utilisateurs, ça prend du temps, de l'argent, nanana, etc. Donc, il y a toute une acculturation là-dessus. Donc, je leur dis, ben, vous prenez vraiment un client avec qui vous êtes super en confiance. Par exemple, j'avais une agence là, qui m'avait commandé cette formation-là. Ils ont mis 1 an à trouver le client parce qu'avant ça, ils avaient tout à digérer, tout ce que je leur avais appris sur l'UX, sur les ateliers, tout ça. Donc, ça, ils l'ont tout bien mis en place pendant 1 an. Et au bout d'1 an, ça y est, ils ont été prêts à vraiment commencer à vendre ce truc-là avec un client avec qui ils étaient super en confiance. Et du coup, je les accompagne là-dessus et ça l'a fait. Et du coup, c'est le premier pas. Ils se sont formés là-dessus et après, ils se sentent beaucoup plus prêts pour faire la même chose avec d'autres parce qu'ils ont déjà expérimenté avec un. Ils ont déjà des choses à dire, des témoignages, des choses comme ça. Ou bien, voilà, proposer à des personnes dans l'équipe. En tout cas, essayer d'identifier des personnes avec qui qui sont soutenantes. Quoi. Après, vous pouvez aussi vous entraîner. Si vous êtes un interne dans une entreprise, c'est commencer petit en interne. Moi, c'est comme ça que j'ai. Ah non, c'est même pas comme ça que j'ai débuté. Le premier atelier que j'ai fait, c'est mon chef de l'époque qui m'a dit, bon, bah, Carole, on a une réunion avec le client la semaine prochaine, on va pas faire ça en mode réunion classique, on va faire un atelier. Je dis, ah bon, c'est quoi ce truc? Et du coup, il m'avait présenté des exercices et c'est moi qui ai dû animer le truc. Donc ça, c'était mon premier atelier que j'avais dû faire. Mais après, ce que j'avais fait quand j'étais dans une autre agence, je lançais des petits brainstorming, des petits trucs avec l'équipe, en fait, directement. Du coup, ça évitait le truc des pages blanches. Donc, on se faisait des petits brainstorming de maquettes, de trucs et tout ça entre designers, entre midi et deux, ou enfin, même pendant les matinées, on se prenait juste 30 minutes, paf. Et ça débloquait vraiment un truc. Donc, peut-être commencer par des petits trucs. Donc, je vous ai mis 2 outils qui sont utilisés, par exemple, pour la conception de maquettes, le Crazyet et le 621. Vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Si vous êtes free, vous pouvez très bien faire la même chose avec des personnes avec qui vous êtes en confiance. Dire, voilà, je suis bloquée sur un sujet, on se fait un petit brainstorming. Et du coup, vous vous entraînez à animer ces trucs, ces moments-là, avec des personnes avec qui vous êtes en confiance. Et du coup, ça lâche un peu la pression et ça permet de s'entraîner et de voir ce qui marche pas, etc. Et puis voilà, juste commencer petit, par des petits trucs. Et ce qui marche aussi bien, c'est peut-être aussi se mettre en binôme avec une personne qui est plus expérimentée que vous sur le sujet. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui fait déjà ça, peut-être vous demander est-ce que vous pouvez vous greffer. Si c'est pas trop compliqué, parce que pour moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande, mais quand c'est des ateliers clients, c'est compliqué de dire ah, je vais ramener. Mais bon, parfois, ça peut se faire. Si c'est des trucs, des événements un peu gratuits, des machins comme ça, il peut y avoir des trucs comme ça qui peuvent se faire. Est-ce que ça va? Est-ce que du coup vous avez des. Et du coup, avant de vous montrer ça, je voulais vous rebondir un peu sur ce que vous aviez dit au début. Sur le côté introverti, être en lumière et tout ça. Moi, je trouve qu'il y a un truc, c'est que du coup, oui, on est debout, on est là en train d'animer comment? Le groupe. Mais en fait, je trouve que comme on a une posture neutre, dite basse, en fait, c'est une posture où on n'est pas là pour donner notre avis. Je trouve qu'au final, on n'est pas trop on n'est pas trop exposé, en fait. Et moi, j'avoue que c'est un truc qui me convient bien aussi par rapport à ça. Pour la petite anecdote, moi, quand j'étais petite, j'étais tellement timide que dès qu'on me parlait, je rougissais. J'étais incapable d'aller acheter une baguette de pain. Enfin, c'était une catastrophe. Franchement, c'était la cata. C'est hyper timide et je suis vraiment, j'ai un profil, je pense, qui est à mi-chemin entre extraverti et introverti parce que extraverti dans le sens où quand je bois des coups, des fois, ça me réénergise, je suis contente. Mais par contre, le lendemain, je suis lessivée, je suis cramée. Donc en fait, comme moi, souvent, quand j'ai des grosses animations, des gros trucs, le lendemain, je me prévois que des trucs où je suis derrière mon ordi en mode cocooning, là, rien, à voir personne. Et je pense qu'il y a aussi ça, c'est du coup, comment est-ce qu'on apprend à gérer son énergie? Parce que c'est hyper, quand on n'est pas vraiment extraverti à fond, c'est hyper. Ça demande beaucoup d'énergie, en fait. C'est vraiment très fatigant. Et du coup, c'est voir comment est-ce qu'on peut équilibrer ce truc-là. Et je trouve qu'au final, maintenant, j'arrive voilà, à y arriver. Et effectivement, sur la sensibilité, sur le fait de parfois, on peut avoir peur d'être contredit, enfin voilà, mais je pense que c'est
voir quelle place on laisse au groupe, en fait. Parce qu'il y a une place pour l'expertise du groupe et il y a une place pour votre expertise. L'idée, c'est pas que le groupe il remplace votre expertise. C'est pas que le groupe il fasse les trucs que vous savez super bien faire. C'est pas ça. C'est que du coup, il vient vraiment compléter et venir en soutien par rapport à vous, votre expertise. Et ça, il faut que ce soit bien au clair dans votre tête, dans la tête des gens. Peut-être que ça peut être des choses à clarifier justement au début en disant bah voilà, je vais animer à l'atelier brainstorming machin. Mais l'idée c'est qu'à la fin de l'atelier, on va pas faire des maquettes parfaites, hein, c'est pas ça le truc. Moi, le but de ce truc-là, c'est juste de récolter des données de votre part. Et après, c'est moi, en tant qu'experte, qui vais remanier tout ça et faire un truc hyper clean derrière. Et je pense que c'est hyper important de bien cadrer ce truc-là. Et après, sur la particularité des groupes, ça, il y aurait quand même beaucoup de trucs à dire. Je ne peux pas dire trop parce qu'on n'en va pas avoir le temps, mais la particularité des groupes, on fait la même chose un jour sur un groupe et l'autre jour sur un autre groupe, et ça ne réagit pas du tout pareil. Ben ouais, en fait, oui, effectivement, ça va peut-être dépendre, je ne sais pas, hein, des suppositions, mais ça peut être aussi la maturité des gens vis-à-vis de ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'ils sont assez matures par rapport à l'image qu'ils ont, du design, de tous ces trucs-là et de leur implication dans le truc? Ça peut être un des facteurs. Et puis, il y a l'idée de là, que ceux qui n'osent pas, qui ne sont pas légitimes et tout ça. Il y a aussi bien poser le cadre. Alors, c'est peut-être déjà ce que tu fais, hein, il n'y a pas de souci, mais après, il y a peut-être d'autres moyens de poser le cadre. Moi, je sais que j'utilise par exemple des cartes ou des espèces de contrats qu'on fait entre nous, qu'on construit ensemble sur c'est quoi le cadre, pour que en fait, les gens ils se sentent vraiment dans une zone safe que eux ils ont prédéfini en amont. Donc parfois on peut passer un peu de temps là-dessus, mais en fait des fois ça vaut le coup parce qu'après ce qui se passe derrière c'est beaucoup plus fluide. Et sur les techniques de convergence, après c'est pareil, il y a des outils qui permettent justement d'aider le groupe à converger quand ça se fait pas de manière très naturelle en fait. Donc on peut avoir des techniques justement pour amener les groupes à faire ça. Et du coup, je voulais vous présenter, c'est des ressources pour aller plus loin. J'avais envie de vous parler de tout ça, en fait, toutes ces expérimentations, tous ces trucs-là. Moi, j'ai construit là, il y a des personnes qui sont en train de suivre un programme qui s'appelle le programme Éclair d'expertise que je fais là, qui se déroule sur plusieurs semaines. Et en gros, pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est ce que je vous disais au début, en fait. Pour moi, les designers, on n'est pas du tout préparés à ça, en fait. Et du coup, quand on arrive sur le terrain et qu'on nous dit, bah, vas-y, t'as animé un atelier, bah, on est complètement démunis parce qu'on n'a pas été formé à ça et que du coup, on ne sait pas par quel bout prendre le truc. On manque en fait clairement de méthode, de structure, de choses. Et moi, clairement, j'ai tout appris sur le terrain. Pendant des années, j'ai tout appris sur le terrain, sans structure particulière. Enfin, du coup, j'ai expérimenté des trucs dans tous les sens. Après, je me suis formée parce que ça faisait déjà 7 ou 8 ans déjà que je faisais de la facilitation. Je me suis quand même pris une grosse formation bien structurante et tout. Au final, ça m'a apporté un petit peu de structure, mais sans plus, je me suis rendu compte que j'avais déjà beaucoup appris sur le terrain, mais je pense que j'y allais plutôt pour me rassurer. Donc, du coup, ça m'a aidé aussi à me rassurer là-dessus. Et voilà, après, pareil, pas savoir quel outil choisir, ça, c'est en expérimentant que j'ai appris plein de trucs. Parfois, on a du manque de confiance aussi pendant qu'on est avec le groupe en animation. Ça m'arrivait plein de fois, surtout au début, et puis de moins en moins. Et puis même encore maintenant, même quand ça fait 15 ans qu'on fait ça, il y a toujours des moments où on peut tomber sur des situations particulières, c'est normal. Donc, tous ces trucs-là, ouais, c'est des apprentissages. Donc, le programme que moi je propose, c'est un programme où il y a 8 séances pratiques. Donc, un premier point, c'est des séances en visio qui durent, ça dépend desquelles, il y en a, quand c'est des gros éléments de partage de connaissances, c'est des moments qui durent 3 heures. Et après, quand c'est des moments de co-développement, ça dure 1 heure et demie. Et en fait, c'est du mix il y a des moments de co-développement avec le petit groupe de 6 personnes. Et ensuite, il y a des moments vraiment formation sur, par exemple, poser les bases, c'est quoi un atelier, etc. Organiser un atelier, comment est-ce qu'on structure tout ça, c'est quoi les bonnes questions à se poser, comment est-ce qu'on va poser des questions aux parties prenantes, etc. Ensuite, il y a vraiment la structure de déroulé. Donc là, en gros, c'est quel exercice à quel moment je mets, comment je l'anime, avec quel groupe, quel élément on met. Ensuite, du codev. Ensuite, il y a une partie sur la gestion de la dynamique humaine qui va s'accompagner de la codev aussi là-dessus. Donc, c'est un peu comment est-ce que je gère les différents profils et tout.
Et après, comme c'est un peu ma spécialité aussi, j'ai mis une session sur détourner les jeux, en fait. Comment est-ce que j'utilise? J'ai mis des jeux, mais c'est plutôt des activités ludiques. Comment est-ce qu'on rend ça un peu plus fluide, un peu plus ludique, en fait, pour le groupe, sans que ce soit dans le truc kitsch, voilà, trop de jeux, tu jeu. Et après, avec tout ça, c'est accompagné. Donc, il y a un moment de conseil en individuel, un bilan 6 mois plus tard pour faire un point avec le groupe. Un groupe de discussion. Là, en ce moment, on est sur Signal. On l'a décidé ensemble, mais ça peut être du WhatsApp ou des choses comme ça. Et ensuite, il y a une boîte à outils Notion où il y a tout qui est centralisé dessus, toutes les données, toutes les astuces que je donne, plus une grosse boîte à outils d'outils spécialisés pour les designers. Et du coup, ça, pour l'instant, le prix, il est à 590 € hors taxe pour tout ça. Donc, c'est moins cher qu'une formation que vous pouvez trouver sur Internet. Parce que moi, mon but, c'est que ce soit quand même accessible pour les personnes. L'idée, c'est pas faire un truc voilà, accessible dans le sens où c'est en ligne. Donc, peu importe où on habite, en fait, au final, on peut le faire. Et que ce soit, enfin, c'est plutôt la cible voilà, pour des personnes soit qui se le payent sur compte propre parce qu'elles sont salariées, voilà, ou soit des personnes qui sont à leur compte. Donc, c'est des petits groupes de 6 et la prochaine session, ça sera de septembre à décembre. Donc là, vous avez toutes les infos si ça vous intéresse. Et après, pour aller plus loin, j'ai d'autres ressources. Donc là, je vous ai mis un article de blog que j'avais écrit et je vous partage 2 livres que je trouve qui sont très pratiques quand on est designer. Il y a celui-là qui est très bien, Passer au Design Thinking. Et en fait, c'est marqué Design Thinking, mais en gros, j'aime bien parce qu'en fait, c'est plein de. Il y a une boîte à outils de 60 outils de Design Thinking qui. En fait, c'est des outils, c'est des moments que vous pouvez mettre dans vos ateliers. Donc, par exemple, si vous avez des outils de lancement du type météo, mur des feedbacks, vous avez des icebreakers, des outils de clôture. Et après, vous avez des outils par étape de design thinking. Donc, vous avez des outils genre immersion. Bon, après, vous avez des trucs que vous connaissez, hein, des personas, trucs comme ça, ok. Mais par contre, il y a des trucs intéressants. Phase de divergence. Donc là, vous avez le Crazy 8, des trucs d'idéation, tout ça. Donc, c'est bien quand on veut tout faire par phase, c'est pas mal. Parce que c'est classé vraiment par phase, c'est vraiment fait pour le designer. Et après, vous avez celui-là qui est beaucoup plus générique. Storming, où du coup, c'est un recueil de plein de jeux. C'est des jeux, mais c'est pas vraiment des jeux, c'est des exercices qui permettent justement de travailler sur un genre d'atelier. Ah, je suis en train de me dire, il y a un autre truc qu'il faut que je vous partage qui est vraiment bien aussi, je vais vous le rajouter. Ici, c'est un site qui s'appelle l'atelier collaboratif. Je vais vous mettre le lien. Je vous envoie la carte, hein, bien sûr. L'atelier collaboratif. Et dedans, il y a plein d'exercices comme ça aussi. Et c'est un site où c'est référencé. Il y a les icebreakers d'un côté, les trucs de prise de décision d'un autre, etc. Donc, il y en a plein. Il est vraiment bien fait et hyper facile à prendre en main quand on débute. Et après, je vous ai mis aussi le lien vers si vous avez d'autres envies d'événements ou de choses. Je vous ai mis le lien vers ça aussi. Est-ce que je vois qu'il nous reste 5 minutes? Est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce qu'on s'est raconté? Moi, j'ai une question, mais plutôt par rapport à la formation éclair d'expertise. Les outils que tu partages, les méthodes, etc., dans cette formation, est-ce que c'est des choses qui sont prévues pour des ateliers en présentiel ou est-ce que ça peut aussi fonctionner pour des ateliers qui sont à distance? C'est les deux, en fait. Tu verras, dans la boîte à outils, en gros, c'est marqué présentiel. Et après, j'ai un petit filtre qui permet de choisir que ceux qui sont en distanciel. Il suffit juste. C'est vrai que j'ai pas fait de session spécifique sur comment est-ce qu'on passe de présentiel à distanciel. Mais par contre, comme en fait, tous les ateliers qu'on fait sont en visio, ça permet aussi de s'inspirer sur la façon que j'ai d'animer cette formation parce qu'elle se fait sous forme plutôt d'ateliers collaboratifs. Donc en fait, moi j'utilise très souvent en fait un outil qui s'appelle Mural, c'est comme Miro, c'est la même chose. Un outil tableau blanc virtuel, mais il y en a plein d'autres, hein. Un tableau blanc virtuel. Et du coup, en fait, je transpose des trucs que je pourrais faire en physique. Et du coup, c'est ce genre ces outils-là que j'utilise pendant cette formation-là.
Et du coup, après, je mets aussi dans la boîte à outils des astuces quand vraiment c'est des trucs importants pour le passage en distanciel. Donc oui, c'est adaptable pour les deux. Ouais. Est-ce que toi, c'est plutôt des ateliers distanciels que tu fais? Ça dépend, mais oui, je voulais savoir si ça marchait bien pour les deux aussi. Mais je Oui, peux être amenée à faire les deux, effectivement. ok, ça marche. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Non. Pas de questions non plus pour moi. Est-ce que le contenu, ça répondait à vos attentes par rapport à ce que vous avez partagé au début, ou est-ce qu'il manquait des trucs? Moi, j'ai trouvé ça intéressant de prendre un peu de recul justement sur ces deux compétences slash postes Mhm. slash posture. Et je te remercie parce que c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir se rendre compte que c'est pas évident, que ça dépend de beaucoup de facteurs et que pour ça, il faut de la pratique. Commencer, comme tu le disais, petit et progressivement insérer des outils, se les formater avant de les créer nous-mêmes, quoi. Moi, je sais que... Alors, juste petite aparté, moi je sais qu'il y a un truc qui a toujours bluffé les gens avec lesquels je travaillais, c'était le service Blueprint, qui est un canevas très design, très product, et que personne n'ose l'utiliser, mais on peut le faire assez facilement. Et justement, c'est en posant des questions à toutes les strates de personnes que vous pouvez en fait vraiment avoir cette posture de recul. Et c'est aux gens de remplir. Vous facilitez, donc vous leur dites, bah, vous avez 1 heure, il faut remplir toutes les cases. Voilà, moi je suis là s'il y a besoin de post-it et tout, mais le but, c'est de savoir qui interagit avec qui. Et à chaque fois, ils sont là, ah, mais c'est génial, ça nous donne une clarté sur ce qu'on fait par rapport aux autres, et c'est une façon de déciloter qui est super. Donc, bon, Ouais. c'est peut-être très... Bon, voilà, c'est un canevas qui fonctionne bien en design, je sais. Ouais, du coup, je vais vous rajouter, ça me fait penser, je vais vous rajouter aussi des templates design en fait qui sont faits par la Grande Ourse que vous pouvez télécharger gratuitement. Ouais. Du coup, vous avez les personas, enfin les trucs classiques, mais vous avez aussi celui-là, le service Blueprint. Ouais. Et je vous mettrai aussi mes ressources gratuites où en fait dedans, vous avez plein de sites où vous pouvez aller chercher des templates, des trucs pour vos ateliers. Donc, je vous mettrai ça aussi en plus. Merci Audrey. Merci beaucoup Carole. Ben, je vous Avec souhaite plaisir. une bonne continuation à tous. C'est bon pour nous, ouais? Merci. Bon, Oui, allez, c'est parfait. ça Merci marche. Allez, Bonne journée. bonne fin de journée. Merci.